Président. Donc, pour cela, je souhaiterais que chacun respecte le temps de parole et laisse parler les gens qui interviennent et qu'il n'y ait pas de brouhaha dans les personnes présentes. Hein? Voilà. Donc, on va pouvoir commencer le conseil pour lequel vous avez reçu une convocation en bonne date. Donc, Yves Olivier sera secrétaire de séance. Nous avons les procurations de Madame Lanas qui donne procuration à Chantal Schott. Ensuite, nous avons procuration de Valérie Loger qui donne procuration à Dominique Saldo. Ensuite, il y a Pauline Coll qui donne procuration à Eti Rodriguez. Ensuite, Éric Dary qui donne procuration à Julien Ciré. Leroy Patrick qui donne procuration à Christophe Azema. Patrice Ibanez qui donne procuration à Françoise Diemicou. Y a-t-il d'autres procurations? Bonsoir à tous. Christophe Josse arrive dans les secondes qui vient de s'excuser par texto. C'est bon, Voilà. on enregistrera dès qu'il arrivera. Et en ce qui concerne M. Mengue, alors, pas de nouvelles. Par contre, Rémi Maillard a un problème personnel. Il arrive aussi sans doute un peu plus en retard. alors pour les personnes qui arrivent en retard, on les enregistre au moment où ils arrivent. Il n'y a pas de souci, le quorum y est. Et là, il y a Michel Paris qui s'excuse. Il est rentré en urgence en hospitalisation, donc il ne sera pas présent. Il n'a pas de pouvoir. Donc nous pouvons démarrer. Oui, je voulais dire que j'ai un pouvoir pour Patrice Ibanez, il arrivera aussi en cours vers... On enregistrera, il n'y a aucun souci. Donc je vous fais passer la feuille de présence. Elle tourne déjà, nickel. Alors, nous allons commencer par l'approbation du procès-verbal de la réunion du 22 mai 2019. Donc, je vous demande de vous prononcer sur le procès-verbal de cette réunion qui... Pardon? Oui, j'avais dit. Donc, qui est pour le procès-verbal? Abstention? 2. Oui. 2. Et je voudrais, Monsieur le maire, que l'on consigne au PV les raisons pour lesquelles je m'oppose votre contre Patrice Ibanez sur ce procès-verbal. Déjà, là, j'ai demandé abstention. Non, mais... Tu as levé le doigt, abstention. Non, contre. Alors, contre 2. Les autres sont pour Marie-Hélène. Donc, pour l'instant, ne participe pas au vote Christophe Josse, Rémi Maillard, Michel Paris et Yves Mengue. Voilà. Alors, ensuite, Donc, tu veux intervenir? oui, je veux intervenir. Je sais qu'on ne peut pas discuter le procès-verbal, mais là, il est quand même assez flagrant qu'à la page 15 du procès-verbal, quand j'ai une prise de parole qui est enregistrée sur YouTube à peu près à 1h56, 54, 56 du procès-verbal, Oui. et quand il est question, vous nous demandez à ce moment-là de revenir à des choses matérielles, et je m'interroge sur le projet d'acquisition de la balayeuse électrique et son inscription sur le compte 215 71 pour le montant de 242 400, vous avez à mon égard des propos assez grivois qui mêlent ma vie personnelle. Et c'est complètement épuré de ce procès-verbal. Je ne dis pas expurgé parce que expurgé c'est contre la morale. Et ce que vous avez fait, je vous demande des excuses publiques. Vous m'avez fait des excuses personnelles, je vous demande des excuses publiques et je demande que soit inséré, tel que c'est à au moins 1h54, 56, les propos que vous avez tenus, monsieur. Eh bien, on notera l'observation que tu as faite. On continue. Donc, arrivée de Christophe Josse qui participera donc, au vote. Marie-Hélène a noté, il n'y a pas de souci.
Pardon? Non, mais non, on a voté déjà. Et voilà. Il interviendra dans le deuxième point. Alors, le deuxième point, finance, décision modificative, budget principal. Donc, en date du mardi 18 juin, nous avons reçu un mail de Jean-Marie Serrault, qui est notre nouveau inspecteur divisionnaire comptable de la trésorerie de l'AMBES, qui nous spécifiait qu'il ressortait un déséquilibre d'opération d'ordre. Donc, une opération d'ordre, c'est entre les sections. Effectivement, il y a une erreur, puisqu'on avait noté 232 554,68 € sur un chapitre 42 et 232 654,68. Alors, pour régulariser ces 100 €, donc, nous vous proposons la délibération suivante modificative. Elle permet de corriger une erreur de 100 € dans le BP 2019 de la commune. Les recettes du chapitre 42 de la section fonctionnement, opération d'ordre de transfert entre sections, doivent être égales aux dépenses du chapitre 40 de la section d'investissement. Or, dans le BP 2019, une somme de 232 554,68 a été portée en recette du chapitre d'ordre 40, alors que la contrepartie en dépenses du chapitre 42 se monte à 232 654,48. Donc nous vous proposons, en accord avec le percepteur, de porter les lignes 0,42 à 232 654,68, dont ligne 68,11 à 220 607,06 et ligne 68,62 à 12 047,62, qui font le total que je vous annonce. Et pour compenser cette différence, nous vous demandons dans le chapitre 65,32, qui est les frais pour les élus, de passer de 500 € à 400 € la nouvelle ligne. Voilà. Donc c'est une erreur comptable de notre part, on s'en excuse. Donc, qui est pour? Abstention? 2 abstentions. Ensuite, le chapitre 3, ressources humaines. Donc, nous vous proposons une modification des emplois. Je vous l'avais déjà annoncé lors de précédent conseil. Compte tenu du début d'année où nous avons eu quelques absences et nous avons accumulé du retard, nous avons contacté le CDG pour avoir un renfort. Donc nous sommes arrivés à avoir des éléments concernant le CDG. Donc nous allons, si vous en êtes d'accord, embaucher une personne sous contrat de 6 mois à compter du 1er septembre 2019, donc jusqu'au 28 ou c'est pas bissextile, je ne me rappelle plus, 2020. Donc cette personne-là va nous permettre de travailler en relation principalement avec notre DST et Marie-Hélène pour tout ce qui est les appels d'offres, pour tout ce qui concerne les bâtiments et également le courant dans les appels d'offres que nous avons en retard. Donc, dans le tableau qui vous est affiché, je ne vais pas vous dire la totalité de la proposition, donc cette personne-là a un grade d'attaché dans la filière administrative, c'est la deuxième ligne du tableau, où, comme il n'y avait pas de poste créé par les précédents conseils municipaux, nous sommes obligés, avant de recruter cette personne, de valider la ligne filière administrative attachée. Donc, on crée un poste à ce niveau-là. Donc, je vous demande de vous prononcer sur le tableau des emplois modifié tel que mentionné ci-dessus. Avez-vous des remarques? Oui, monsieur le maire, je m'étonne qu'ayant une DGS dont le rôle et la compétence sont quand même de monter et de dossiers des marchés, concernant les marchés, et une DGST qui est recrutée aussi pour le montage de ces marchés, vous désirez encore embaucher une personne et faire payer donc, même si c'est pour 6 mois, à vos administrés, une carence qui clairement ne date pas de quelques mois dû à l'absentéisme de l'une d'entre elles, c'est-à-dire la DGS. Ces marchés, vous les avez
initié, vous auriez dû en tout cas le faire depuis 2014. Force est de le constater d'ailleurs dans la fenêtre du Poussa, où en 2015, vous nous demandiez de mettre la population de se mettre à ses crayons afin de pouvoir rénover la place du marché. Donc voilà, je pense que vous êtes effectivement un procrastinateur en chef en ce qui concerne les projets, en ce qui concerne les actions que vous avez, et il est embauché même pour 6 mois une personne Bac plus 5 dont la compétence et la connaissance du marché n'est pas celle de la DGS, en tout cas je ne m'avancerai pas pour la DGST, je trouve que c'est compenser vos lacunes. Alors, je vais répondre déjà à cette première partie de question. Il est hors de question de remplacer la DGS. Ce poste-là ne remplace pas la DGS. Ne remplace pas. Ne remplace pas du tout le poste de DGS. Je n'ai pas dit que le remplacer. Donc, il ne faut pas dire n'importe quoi. Non, Premier point. Je continue. Quoi, je t'ai laissé parler, laisse-moi continuer. Donc, nous avons une dizaine de marchés qui sont en souffrance. Donc, ces marchés-là ont des caractères relativement urgents. La période qui vient de s'écouler des 6 derniers mois, je vous rappelle que Yves, Hélène, Marie-Hélène et moi-même, nous avons préparé le budget, nous vous l'avons présenté, nous l'avons voté, et pendant qu'on faisait ça, on ne faisait pas le reste, d'accord? Donc aujourd'hui, on juge qu'il y a des secteurs prioritaires dans nos objectifs, qui concernent les bâtiments principalement, qui concernent tout ce qu'on va mettre en place sur l'environnement également, qui méritent d'être validés d'ici la fin de l'année, et c'est pour ça que nous recrutons, et nous avons prévu en termes de budget, un recrutement en ce sens. Voilà. Bon. Je passe la parole à Jean-Marie Sorelot. Merci, Monsieur le maire. Alors moi, pour le groupe Royer Ensemble, on se réjouit de ce recrutement. Clairement, il fallait cette personne, je pense, plutôt le contraire, c'est-à-dire que vous auriez dû le faire plus tôt. Et vous avez évoqué à l'instant le fait d'avoir fait le budget avec les salariés et votre adjoint. Je pense que vous savez aussi que le Code des marchés a évolué depuis le 1er avril, et je ne sais pas, et j'espère, on imagine du moins, que le recrutement sera à la hauteur des espoirs ou des exigences que ce poste peut avoir. Une question quand même qui reste dans nos esprits, c'est est-ce que vous pensez être en capacité de superviser cette personne? Parce que si elle est compétente, qui va pouvoir l'encadrer? Alors, premièrement, la première partie de ton observation est complètement fausse. Si ça avait tenu qu'à moi, je l'aurais embauché dès le moment où on a ressenti le besoin de rattraper le retard des 6 mois. Avec Yves, avec Émilie, on a contacté le CDG. À un moment donné, on a eu espoir de pouvoir le faire sans passer par le conseil municipal. Après, on nous a dit qu'il faut que la ligne soit créée, etc., etc. Donc en fait, on a déjà perdu mai, juin, juillet, et là, on ne va pas recruter quelqu'un au 1er août, on va recruter au 1er septembre. Si ça avait tenu que moi, elle serait opérationnelle depuis 3 mois. Voilà, et Yves peut confirmer. Deuxième point. En ce qui concerne la supervision de cette personne, déjà, il va falloir qu'on prenne position. Nous avons fait des propositions à une personne que le CDG nous a recommandée. Elle sait ce soir que nous débattons de la création de ce poste, et elle doit me contacter pour me dire si elle démarre le 1er septembre avec nous. L'entretien téléphonique a duré une demi-heure. Il s'est fait en présence de Émilie Merlin, qui s'occupe du personnel. Ne vous inquiétez pas quant au suivi de l'opération. Je pense qu'entre la DST et Marie-Hélène, nous avons 2 personnes qui connaissent bien cette optique et ce travail de saisie d'appel d'ordre de marché, de suivi, etc. Je ne me fais aucun souci pour elle. Voilà. Encore une observation, après on clôt le débat. Parce que je ne comprends pas comment dans ces 6 mois, en fait, le besoin se fait ressentir. Puisque donc vous le liez à l'absence de la DGS. C'est vous qui le dites, c'est pas moi. Alors, elle ne remplace pas la DGS, je vous le dis. Pourquoi elle ne la remplace pas, mais en tout cas, vous parlez de marché public et d'appels d'offres qui ne peuvent pas être gérés. Je pense qu'à présent, ils l'ont été, sinon vous aurez certainement prévu cela avant. Alors, je vais répondre. Je ne cite pas la personne que tu dis, parce que je n'en ai pas parlé. Ça fait 3 conseils que vous essayez de me parler de l'absence de cette personne. Je n'en parle pas.
Par contre, il y a une personne qui fait face à une absence. Pour ne pas la nommer, elle est dans la salle, c'est Marie-Hélène. D'accord? Donc elle fait des tâches, entre guillemets, supplémentaires et nécessaires pour la bonne gestion de la mairie dans tous les domaines. Donc il me semblait opportun et important de remettre à niveau les dossiers qui sont en cours et de nous permettre, pour les administrés, parce que c'est que pour les administrés, c'est que pour les enfants des écoles en ce qui concerne le marché pour les chaudières, etc. C'est que pour les administrés, c'est pas pour notre confort à nous. Hein. Voilà, que ce soit bien clair. Donc, vous avez fait vos observations, on va passer au vote. Alors, il vous est demandé de vous prononcer sur le tableau des emplois modifiés tel que mentionné ci-dessus. Qui est pour? Abstention. Contre. 2 contre. Nous continuons. Donc, le point numéro 4 concerne ce dont nous parlons depuis la délibération du 26 septembre 2018, c'est-à-dire traiter les demandes qui nous sont arrivées d'acquéreurs potentiels des 8 lots du terrain des Garrigues. Donc, je vous confirme que lors de la première phase de publicité, 3 lots ont été attribués, que nous avons reçu, comme l'indique le rapport de Maître Grégory, 4 propositions lors de la deuxième publicité et période. Donc, le lot, dans un premier temps, M. Campos avait demandé le lot numéro 6 pour 375 012 €, donc c'est lui qui devait choisir, mais il a renoncé le 17 juillet à cette proposition. De ce fait, en deuxième position, c'est M. Enrico et Mme Massot qui vont acquérir le lot numéro 6 pour 330 400 €. Le lot suivant a été attribué à M. et Mme Prieur. Ils ont choisi le numéro 7 pour 320 782 €. Et vous voyez également dans les informations que nous avons eu une proposition qui n'a pas été retenue car elle était en dessous du prix hors taxe. Donc, aujourd'hui, nous allons délibérer sur la délibération. Vous propose de valider ces 2 offres et d'autoriser M. le maire à acter juridiquement ces 2 cessions auprès des notaires concernés. Conformément à la délibération que nous avons prise le 22 mai 2019, le maire vendra de gré à gré les lots restants. Donc, il vous est demandé d'approuver la vente des 2 lots et autoriser M. le maire à procéder à la vente au gré à gré des lots non vendus à ce jour. Observation. Observation. Premièrement, je voudrais revenir sur l'attribution précédente des lots 4, 5 et 3. Je voulais savoir si les actes notariés avaient été passés. Les 3 actes notariés ont été passés. 2 signés de mémoire le 4 juillet, 1 signé quelques jours après. Par contre, nous avons reçu une renonciation suite à la signature du compromis concernant le lot numéro 5. Ah, c'est intéressant. Donc, il n'y a que 2 lots à l'heure actuelle qui ont été vendus. À ce jour, au moment où nous parlons... C'est intéressant. Eh bien, c'est intéressant, mais... Oui, vous ne me dites pas, monsieur le maire. Laissez-moi finir les informations diverses. Non, Dans les informations diverses, c'était mentionné qu'il y a une renonciation. Alors, s'il y a une renonciation, donc ça va aller aussi avec la suite de ma prochaine question. C'est-à-dire s'il y a une renonciation, qui était donc monsieur et madame Allard, ils ont donc renoncé pour 360 000 €. Oui. S'ils ont renoncé, ils rentrent maintenant, si par hasard ils voulaient se reproposer pour un autre lot, c'est-à-dire dans ce qui reste, d'accord, de gré à gré, parce que maintenant de gré à gré, vous allez pouvoir faire un petit peu, proposer des prix, voilà, qui sont peut-être différents de ceux qui ont déjà été faits. Ils seront donc dans la procédure de gré à gré, ils ne seront pas restés... Non, la loi française permet
à tout acquéreur et tout vendeur, après signature d'un compromis, de valider le compromis ou de, dans la période de rétractation légale, de ne pas faire suite à l'ordre. Donc, le public, je voudrais qu'il ne parle pas, je l'ai demandé, d'accord? Je vais répondre précisément. Vu, a priori, ce que j'ai compris de la renonciation de M. Allard, il ne va pas se positionner, malheureusement, sur l'autre lot. Voilà. Après, il a le droit de le faire. Hein, voilà. Donc, avant de se prononcer là-dessus, il nous reste donc 1, 2, 8, 5 maintenant en termes de lots. Donc, il reste donc 4 lots qui vont donc passer en procédure de gré à gré. Tout à fait. D'accord. Validé lors du dernier conseil. Cette procédure... Donc, arrivée de M. Maillard. Tout à fait. Donc, cette procédure de gré à gré, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y aura un cahier des charges? Est-ce qu'ils seront soumis dans le gré à gré que vous allez faire à l'impossibilité de division? Ou est-ce que maintenant le lot 1, 2, 8 et 5, peut-être seront dans les mêmes créneaux, les fourchettes de prix, auront les mêmes conditions que ceux qui ont été... Les personnes, je pense qu'il va y en avoir, hein, parce qu'il y aurait dû y avoir une autre personne qui voulait se positionner, mais elle n'avait pas eu l'accord de sa banque immédiatement, parce qu'elle vendait sa maison, hein, pour prendre un exemple. Donc il y a des situations qui font que les gens n'ont pas pu procéder à la procédure qu'on avait faite. Après, demain matin, enfin, le temps de la validité, hein, de la validation de la procédure auprès de la préfecture, la personne, si elle vient en mairie et qu'elle nous propose le montant hors taxe défini par les domaines, eh bien on prendra une option pour cette personne. Oui, c'est ce que l'on vous a fait voter la dernière fois. Je répète, parce que vous aimez bien que... Qu'est-ce que ça veut dire, division? Je n'ai pas compris. Je répète, parce que quelquefois je me demande si vous comprenez bien. Vous dites après que notre liste vous incite à répéter, oui, vous adorez. Mais je crois que vous ne comprenez pas quand vous me posez une question. Alors, c'est quoi? De gré à gré, oui. Je vous demande si vous allez faire un cahier des charges et si vous allez imposer de gré à gré ce que vous avez imposé aux autres. Non. Donc, ce qui veut dire que les personnes, demain, monsieur et madame Allard, se positionne. Je vous ai répondu sur Allard déjà. Oui, mais attends, mais monsieur madame Allard ou quelqu'un d'autre se positionne, il a un lot de 4000 m², il peut le diviser en demi. Mais non, on ne peut pas diviser. Non, je vous pose la question. Non, mais alors, ça me fait plaisir, ça me permet de dire aux administrés de Rhône, une nouvelle fois, que depuis avril 2014, ou mars 2014 que je suis élu, il n'y a eu aucune division de parcelles, contrairement au mandat précédent. On se retrouve sur des terrains de 4000 mètres dans le secteur des Garrigues où il y a 4 maisons. Là. Eh bien, Corneau et son équipe, Alain Reynaud en premier, on a refusé de faire des divisions de parcelles. Donc là, il est hors de question de diviser les terrains. Les terrains, il y aura un compromis de signer par rapport au cahier des charges précédent. Il y aura la constitution d'une ASL pour la gestion de leur domaine public. Voilà, c'est tout. Il n'y a aucune division possible. Donc, s'il n'y a aucune division... Ça respectera le plan d'occupation des sols, puisqu'on est sous poste. Le plan d'occupation des sols, en concernant les derniers lots qui sont près de Versailles, il y a deux lotissements qui non, sont attendez. ce sera une autre fois. Vous parlez de la division. Je ne parle pas des divisions, moi je parle d'octroyer vous parlez de de la l'eau. division, ces lots ont été divisés, monsieur. Bon, alors. Si. Alors, non, c'est la même chose. Alors, c'est pas du tout la même chose parce que là, les lotissements sont sous poste déjà. Hein, les 8 lots sont sous poste. Donc, on termine le débat, je pense avoir été clair, précis. Il y a les notaires, les acheteurs qui sont là en double minute avec le notaire de la commune et toutes les questions sont abordées et nous allons signer les compromis assez rapidement avec les deux personnes parce qu'elles ont déjà étudié leur projet. Cette semaine, on a reçu une personne et son architecte concernant un des premiers compromis. Les gens y mettent plus de 300 000 €, on ne va pas perdre de temps, hein, d'accord? Alors, je vous propose de voter. Non, j'ai plus de questions. Alors, vas-y. Merci. Alors, juste pour justifier, ou du moins expliciter notre vote à l'équipe au groupe Rogner Ensemble, on va voter contre, naturellement, j'allais dire,
Accordez-moi 20 secondes, ça va aller vite. Pourquoi? Parce que, on l'a déjà explicité plusieurs fois, de vouloir changer le système d'attribution rend le système inéquitable. On vous l'a déjà dit. Attendez. On l'a pas changé. Et bien sûr qu'on l'a changé. Non. Je vous ai laissé parler, vous. Chaque fois, ça marche comme ça. Lorsque nous avions voté à l'époque ensemble, lorsqu'on faisait partie de votre majorité, un système d'attribution avec un notaire qui permettait d'avoir ces lots plus offrants sous forme d'enchères, c'était une solution qui était juste parfaite et qui permettait d'éviter ce type d'écueil qu'on subit aujourd'hui. Vous n'allez pas être d'accord et je vais encore mentir. Ceci dit, c'est notre position et on en est convaincu. Donc le groupe On est Ensemble s'opposera une nouvelle fois à ce vote. Par contre, on est favorable à l'accueil, à l'arrivée de nouveaux Droniens. C'est pas le sujet. Mais de toute façon, la nouvelle procédure a été votée ou non par vous-même en septembre 2018. Donc, ce qui a été fait il y a 4 ans, je m'en fous, c'est vous qui l'avez voté, ou pas voté, mais on l'a pris en délibération. Donc, je vous demande de vous prononcer sur la vente des 2 lots et autoriser le maire à la vente au gré des lots non vendus à ce jour. Qui est contre? Alors là, Marie-Hélène, c'est un peu différent de tout à l'heure, puisqu'il y a Christophe et Rémi qui participent au vote. Donc il y a 4 contre et plus 2 de la liste de Françoise et M. Venez. Ok, je vous remercie. Alors, nous allons passer au point numéro 5 concernant l'aménagement de la forêt communale de Rognes. Donc, je vais passer la parole à Eti, mon adjointe à l'environnement. Prends un micro, Eti. Je vous propose de la laisser vous exposer et de vous préciser en quoi consiste cette délibération. Et si vous avez des questions, elle vous y répondra après. Vas-y, Eti. Bon, alors comme vous l'avez constaté la dernière fois, je suis très à l'aise à l'oral en public, donc du coup je vais lire mon texte. Voilà. Donc c'est un petit texte qui résume le travail que l'ONF a fait pour l'aménagement forestier. En application du Code forestier, article L211-1 et des politiques environnementales nationales et européennes, le régime forestier énonce un ensemble de principes visant à assurer la conservation et la mise en valeur du patrimoine forestier et des collectivités territoriales. Les établissements publics, des établissements publics et de l'État. Les articles L121-2 et L121-3 de ce même code confient à un opérateur unique la mise en œuvre du régime forestier dans les forêts communales à l'Office national des forêts, ONF, chargé de garantir une gestion durable des espaces naturels tout en préservant l'intérêt du propriétaire. Le régime forestier repose sur un mécanisme de financement mutualisé fixé par décret numéro 2012-710 du 7 mai 2012 et par le versement compensatoire délivré par l'État qui prend à sa charge 85% du coût de sa mise en œuvre. Pour sa part, la commune contribue à ce financement en payant une taxe annuelle de 2 € par hectare, ainsi qu'en reversant un pourcentage de 10 à 12% de l'ensemble des recettes issues de ces forêts, appelés frais de garderie. Les fondements ou principes du régime forestier tiennent en 4 points. Un plan de gestion de la forêt appelé aménagement forestier, préalable indispensable à toutes les actions qui y seront réalisées et à l'obtention de la certification de gestion durable. Un programme annuel de travaux d'entretien et d'infrastructure en forêt. Un programme annuel de coupe, la surveillance et la conservation du patrimoine. L'aménagement forestier est donc le document de gestion de la forêt. Cet outil technique permet d'appliquer localement, sur une échelle de 20 ans, les enjeux associés aux différentes fonctions de la forêt et les traduit notamment en programmes de travaux forestiers et de récolte de bois. Ce document se traduit par la réalisation d'une étude fondée sur une analyse du milieu et de ses potentialités, une analyse des besoins socio-économiques, un bilan de la gestion passée. Le contexte. La forêt communale de Rognes, d'une superficie de 226,69 hectares, est divisée en 13 parcelles forestières.
Elle est constituée de 3 tènements. Le premier et le plus important, de 188 hectares, parcelles 1 à 11, se situe au nord de la commune sur la chaîne des côtes. La deuxième, de 23 hectares, parcelle 13, est sur le canton de la Javie à l'ouest de la commune. Le dernier, de 16 hectares, parcelle 12, est sur la colline de Pied-Fouquet. La forêt, constituée à 69% de peuplement mélangé de pin d'Alep avec du chêne vert ou du chêne pubescent, est globalement jeune et toujours en voie de reconstitution après l'incendie de 1989 qui a détruit 147 hectares, parcelles 1 à 12. Le risque d'incendie reste très élevé. Les équipements de lutte sont suffisants. La forêt est peu fréquentée, sauf sur la parcelle 13, qui a pour vocation principale l'accueil du public. Le précédent document d'aménagement, établi pour la période de 1998 à 2012, présente le bilan suivant. Des travaux de dépressage ont été réalisés sur 6 hectares de semis naturels de pin d'Alep, au titre de la DFCI. Des travaux de broyage et des élagages ont été effectués sur 17 hectares et l'entretien des pistes de catégorie 1 a été maintenu à un bon niveau. Des coupes d'amélioration ont parcouru 43 hectares de futaies de pin d'Alep pour 1337 mètres cubes vendus. Les pistes forestières ont été entretenues à minima. Un sentier botanique de 16 visuels est implanté sur la parcelle 13, terre de la Javie, et un diagnostic d'accueil du public a été réalisé en 2018 pour la mise en valeur du canton de la Javie. Des aménagements se sont donc poursuivis entre 2013 et 2019, mais qui, pour des raisons liées au fonctionnement des services de l'ONF, n'ont pu être planifiés au sein d'un document d'aménagement. Aujourd'hui, l'ONF, en concertation avec les services de la commune, est en mesure de proposer un nouveau projet d'aménagement de la forêt communale pour la période 2020 à 2039, qui prévoit d'accompagner l'évolution naturelle après l'incendie de 1989 par le maintien du pin d'Alep en mélange avec des feuillus, dans les peuplements purs de pin favorisés lors des coupes et travaux, l'installation des feuillus à hauteur de 30%. Poursuivre les coupes d'amélioration dans la futaie de pin d'Alep. Entamer et terminer la régénération des pins ayant atteint les critères d'exploitabilité. Effectuer les travaux d'aide à l'installation de la régénération naturelle du pin. Assurer un bon entretien de la desserte. Poursuivre l'effort de délimitation du périmètre de la forêt. Créer 2 îlots de vieillissement au titre de la biodiversité. Adapter la sylviculture de la parcelle 13 à l'accueil du public par un traitement des peuplements en futaies irrégulières. Maintenir et améliorer l'infrastructure et l'équipement touristique existant. Veiller au bon état des équipements et de la desserte DFCI. Le bilan financier prévisionnel annuel se présente comme suit. Alors, bilan financier annuel en euros. Recettes bois, frais d'exploitation des bois façonnés déduits, prévisible 1340 €, passé 2175 €. Recettes chasse, donc il n'y en a pas. Autres recettes, 134 € en prévisible et en passé 134 €. Il s'agit de la convention de pastoralisme. Subventions et aides possibles, prévisible, pour l'instant on ne sait pas, passé 1200 €. Dépenses travaux sylvicoles, prévisible 1700 €, passé 3236 €. Dépenses travaux infrastructures, prévisible 535 €, passé 300 €. Dépenses travaux fonciers, prévisible 579, passé il n'y en a pas eu. Dépenses travaux accueil du public, prévisible 430 €, passé 390 €. Dépenses travaux DFCI, prévisible, on ne sait pas encore, passé 1170 €. Frais de garderie, forêt de collectivité, prévisible 123 €, passé 192 €. Contribution à l'hectare aménagé, forêt de collectivité, prévisible 453 €, passé 46 €.
Alors ici, on n'a payé qu'en 2012, puisque l'ONF ne nous avait pas encore fourni le bilan d'aménagement forestier, et du coup, ils ne nous ont pas facturé. Bilan annuel, donc prévisible, moins 2346 €, passé, moins 1825 €. Donc je crois que j'ai donné quelques précisions au fur et à mesure qui étaient dans la fin de mon texte. Je vais quand même vous le dire. Donc le bilan passé est calculé sur les 10 dernières années. Comme l'aménagement est échu depuis 2013, la contribution à l'hectare n'a été réglée qu'une fois en 2012, date de son instauration. Du fait de l'incendie de 1989, 65% de la forêt est constituée de peuplements jeunes qui ne seront pas commercialisables dans les 20 ans. Les recettes en sont donc affectées. L'effort porté sur les travaux de toute nature reste néanmoins conséquent pour assurer le renouvellement de la forêt. La commercialisation des bois, la maîtrise foncière et l'accueil du public. De ce fait, le bilan prévisionnel est négatif, mais il peut être réduit de moitié grâce aux aides de 50%, évaluées à 1118 € sur les travaux sylvicoles et de desserte, et être ramené à un montant de moins 1228 €, dépenses à la charge de la commune. A noter que la lutte contre l'incendie n'apparaît pas dans le bilan car elle est entièrement prise en charge par le conseil départemental et ou la métropole Aix-Marseille-Provence. Voilà, donc ensuite les autres recettes dans le tableau, il s'agit donc de la convention de pâturage avec les éleveurs d'ovins. Merci Etty. Avez-vous des observations? Pas d'observation? Donc je vais rajouter, je m'excuse, je devrais répondre sur le matin. Donc moi j'en profite pour remercier Etty, c'est sur un des premiers gros dossiers qu'elle nous présente. Je voulais remercier les personnes qui ont contribué aussi, Marie-Lynn qui a assisté, Diadot qui a assisté. Donc on a eu face à nous l'ONF, une personne de Sisteron qui était vraiment dans sa compétence principale, qui a su répondre à toutes les interrogations qu'on a eues, parce que bon, bien entendu, ils nous ont exposé tel point de forêt, tel autre, tout ça. Ils ont répondu à toutes les interrogations, et moi je suis très content d'avoir remis en marche ce contrat avec l'ONF, parce que ce contrat n'existait plus depuis, je ne me rappelle plus la date, mais peu importe. Donc, Rognes et ses forêts communales vont être suivies de manière très précise pendant les 20 ans à venir, et je suis fier d'avoir renouvelé ce contrat avec l'ONF. Donc, nous allons passer au vote. Il est demandé, c'est un avis, ben, je vous le demandais, il est demandé au conseil municipal d'émettre un avis au projet d'aménagement de la forêt communale. Donc, qui est contre? Abstention? Je vous remercie. Donc, je vous informe sur les décisions. Alors, décision 23 relative mise à disposition d'une nacelle par la commune de Lapare-les-Oliviers, 6 et 7 juin 2019. J'en profite pour remercier mon collègue de Lapare. La 24 relative au contrat présenté par la société Bidéveloppement portant sur la location de vélos à assistance électrique pour l'été 2019. La 2025, une convention de mise à disposition d'un lot d'accessoires de décoration par la société ADS Design à l'occasion de la manifestation Festival aux Carrières. Merci à ADS. La 26 relative à l'offre présentée par JMP Sono pour les prestations de sonorisation et d'éclairage pour le concert de l'Orchestre Philharmonique du Pays d'Aix et les 2 concerts dans le cadre du Festival international de piano de la Roque d'Anteron. La 27 relative à la convention de mise à disposition du site des anciennes carrières au comité des fêtes de Rognes. La 28 relative à l'offre présentée par l'architecte Alexis Valour pour une prestation de maîtrise d'œuvre pour le projet de mise en accessibilité d'une annexe de la mairie dans un garage à rénover. La 29 relative à la convention de mise à disposition du site des anciennes carrières à la MJC. La 30 relative à la convention de mise à disposition du site des anciennes carrières à l'association Musique Révolution. La 31 relative à la convention de mise à disposition de la salle des associations à l'association Rognes Ensemble. La 32 relative à la mise à disposition de la salle des associations à la copropriété Copro 6 avenue de Ségarès.
La 33 relative à l'offre émanant de l'UGA pour l'équipement de 6 classes du groupe scolaire en vidéoprojecteur interactif. Ça a été mis en place, Marie-Hélène? Ok, donc la livraison est arrivée et on devrait commencer les installations. Les professeurs et les élèves auront un plus pour l'année qui arrive. La 34 relative à la convention de mise à disposition d'ici des anciennes carrières à l'association du Festival international de piano d'Anteron. J'y reviendrai pour conclure ce dossier, le conseil municipal. Nous allons passer aux 4 questions. Donc la première question déposée, c'est celle... sur les décisions, on ne peut pas intervenir. Décision de quoi? Sur ce que je viens de dire. Oui, non, mais... Non, si ça a trait aux décisions, tu ne peux pas. Non. Si ça a trait à autre chose, trouve le moment quand on en parle. Il n'y en a pas. Voilà, d'accord. Il n'y en a pas parce que c'est par rapport à l'ordre du jour. Donc, Eh bien, l'ordre du jour, on en parle. Il a été établi, vous ne l'avez pas contesté, voilà. Non, j'ai vraiment une question par rapport à l'ordre du jour. Oui, eh bien, je pense que je vais en parler à la fin de mon truc, et tu verras si c'est la même. Donc, la première question, Rémi Maillard pour René Ensemble. C'est vrai. Monsieur le maire, nous avons alerté plusieurs fois l'opinion publique et les élus lors des derniers conseils municipaux. Les arrêts maladie sont légion et durables dans notre municipalité. Ils sont le signe de votre management à la fois brutal et inéquitable, par exemple pour l'attribution des heures supplémentaires, mais dans la globalité des ressources humaines. De plus, nous savons qu'il réside de fortes tensions dans la gestion des primes et que le budget alloué n'est plus conforme à vos engagements passés. Pourriez-vous nous communiquer le nombre d'agents en arrêt maladie et accident de travail? Pourriez-vous nous communiquer le montant des primes prévues et le nom des agents récompensés en 2018? Je vous remercie de vos réponses. Bon, ben, il y a plusieurs questions dans la question. La première, ce n'est pas une réponse, c'est une observation qu'une fois de plus, on me traite de brutal et inéquitable. C'est presque de la diffamation, comme je le dis régulièrement, mais vous en avez le droit, puisque vous êtes dans l'opposition. Mais pendant 30 secondes, mettez-vous un peu à ma place. Alors, je vais vous parler de l'attribution des heures supplémentaires dans un premier temps, puisque nous avons relevé avec Émilie des contrats de travail qui émanent de la municipalité précédente, sur lequel des heures supplémentaires faisaient des compléments de salaire pour faire au bref. Donc avec Émilie, au mois de juin, nous avons étudié les cas et nous allons les régler. Ensuite, brutal, inéquitable, lien avec de fortes tensions, etc., etc. Alors, la gestion des primes, ça vient en deuxième. Il n'y a pas de problème dans la gestion des primes parce que vous n'écoutez pas ce que je dis depuis un an en conseil, parce que le RIPSET n'est pas en place, et qu'en 2018, les agents municipaux ont, comme depuis toujours, reçu une prime en juin et une prime en décembre, mais tous, sans aucune distinction, sans pression du maire, sans rien du tout. C'est une prime qui correspond à leur contrat de travail. Ensuite, donc le montant, je vous le précise puisque vous le demandez, il y a eu 54 employés pour 534 € par an de prime, soit 28 836 €. Ensuite, vous me demandez le nombre d'agents en arrêt maladie et en accident de travail. Comme je suis brutal, je dois créer des problèmes d'hernie discale, des problèmes de hanche. Non mais arrêtez de dire n'importe quoi, s'il vous plaît. Ayez au moins la pensée pour les gens qui sont réellement en souci médical, qui n'ont rien à voir, avec la gestion communale. Soyez au moins humbles pour eux. Donc, accident de travail 2, reconnu, acté, contrôles médicaux en cours. Un a été validé en accident de travail et l'autre, on attend la réponse.
C'est pas Corneau qui a créé l'accident à travail, je vous rassure. Hein, et vous savez de qui je parle, donc je n'apporte pas de précision. Ensuite, nous avons 2 congés en longue durée, on l'a déjà évoqué la dernière fois, mais vous n'avez pas dû noter. Une personne qui habite loin de Rhône et qui est absente depuis 2017 de mémoire, et une autre personne qui est absente depuis 2017 également. Et ensuite, nous avons malheureusement un ami qui a une longue maladie. Et les nouvelles d'aujourd'hui n'ont pas été rassurantes. Je continue pour être très exhaustif, puisque vous me le demandez. On a eu 3 cas là qui peuvent nous arriver dès ce soir, dès demain. Je ne vais pas vous dire le motif des absences, mais 3 cas sur des personnes qui ne sont jamais absentes, mais qui ont été rattrapées par un pépin de la vie. Une, ça fait à peu près depuis début juin qu'elle n'est pas là. Les perspectives de rentrée devraient se faire, mais ça fait 3 fois qu'elle doit rentrer, qu'elle ne peut pas, pour un problème médical pur. La deuxième, malheureusement, sa santé s'est détériorée. Elle est absente depuis octobre l'année dernière. Et la troisième, ben, ça peut vous arriver à vous si le week-end vous faites du manuel et que vous mettez une écharpe dans la main. Eh ben, elle a failli perdre la main et par chance, on l'a pris à temps. Donc ça, c'est pas Corneau, hein, c'est pas le maire, c'est pas Yves Olivier, c'est pas Chantal, c'est pas les adjoints qui travaillent avec les agents municipaux. Hein. C'est des événements de vie. D'accord? Après, bien entendu, on en a déjà parlé, on a une personne, deuxième opération pour son hernie discale, absente depuis octobre, c'est pas moi non plus, et quelqu'un vient de se faire opérer de la hanche. Voilà. Donc, je ne me sens pas du tout dans les propos que vous tenez, et soyez au moins conciliants avec les gens qui travaillent ici et ne pas toujours poser ces questions. On passe à la question d'après. Je suis obligé, monsieur le maire. Non, vous n'intervenez pas sur les questions. On n'a rien contre. Au contraire, on encourage les salariés qui sont malades. Vous n'intervenez pas sur les questions. Je vais vous donner la parole. Allez. C'est le règlement intérieur que vous avez voté. Alors, je vais terminer. Hein. Donc, la prochaine question, c'est Jean-Maurice Héroldi. Merci de me donner la parole. Monsieur le maire, depuis plusieurs années, les Rhôniens s'étonnent des barrières en béton interdisant le passage des piétons sur le trottoir bordant l'avenue de Lambesc en face de l'église, et rien n'est encore fait pour améliorer la sécurité au droit de ce surplomb. Pourtant, le problème foncier devait être rapidement réglé à travers une acquisition que la commune a faite. Elle est sans trouver un traitement rapide du problème par la création d'un soutènement et éventuellement l'aménagement d'une aire de stationnement. De même, plusieurs témoignages font état aujourd'hui dans la commune d'une prospection conduite par un aménageur sur le secteur du Défend, du Devin pour les anciens. Nous souhaitons attirer votre attention qu'un projet éventuel immobilier sur ce secteur aurait un effet dévastateur sur l'environnement naturel proche du village, alors qu'il faut au contraire souligner et mettre en valeur cet écrin, créer une insécurité supplémentaire sur l'avenue de Lambesc, ou la montée de Lambesc pour vous, alors qu'il faut au contraire l'apaiser et la sécuriser. Cela provoquerait inévitablement une déstabilisation des sols néfastes aux bâtis anciens bordant l'avenue de Lambesc. Donc il est difficile de ne pas voir dans cette hypothèse d'aménagement, pour laquelle nous nous opposerons farouchement, si tel en est, une relation de cause à effet avec le non-aménagement du talus évoqué en début de la présente lettre. Nous sommes reconnaissants de bien vouloir nous renseigner sur la réalité ou non de ce projet ou sur les échéances de mise en sécurité de cette partie de l'avenue Lambesc en face de l'église. Merci. Eh bien, une fois de plus, je vais répéter ce que j'ai dit au dernier conseil. Et voilà, donc c'est bien pour les personnes qui n'ont pas vu le conseil et qui sont présentes ce soir. Donc, la première partie de votre question, monsieur Rodeau, s'étonne des barrières en béton interdisant le passage. Je vous ai dit au dernier conseil que le conseil départemental qui a la gestion de cette sécurité ne veut pas que j'enlève les barrières. Moi, je voulais les enlever en 2014, qui était avec moi quand on leur a demandé. Donc, j'ai recontacté le conseil départemental et ils refusent toujours. Donc, on passe. Le problème foncier devait être réglé rapidement à travers une acquisition par la commune. L'acquisition a été faite. Elle laissait entrevoir un traitement rapide du problème par la création d'un soutènement et d'aménagement d'une petite aire de stationnement. Je te rappelle, monsieur Rodeau, que l'ADF s'est opposé à tout stationnement sur le Défend.
contrairement à ce qu'on voulait faire. Donc, tu étais au courant, donc question, pour rien. Voilà, une fois de plus, on perd du temps. Ensuite, on continue. Plusieurs témoignages font état d'une prospection conduite par un aménageur sur le secteur du Défend du Degré. Mais c'est faux. C'est pas sur la parcelle communale qu'il y a une prospection. Il y a une prospection sur les 5 propriétaires privés qui ont des parcelles constructibles le long de l'avenue de l'Ambesque. Et aucunement le maire n'intervient dans une négociation privée. Premier point. Donc, tout le blablabla aurait un effet dévastateur sur l'environnement naturel. Ce sera une continuité de maisons de village. Point. Si les administrés et si la personne qui les a démarchés vont au bout de leur projet. Et mais j'arrive à toi, ne t'inquiète pas. Puisque la phrase elle est terrible, hein, aurait un effet dévastateur sur l'environnement naturel proche du village, alors qu'il faut au contraire souligner et mettre en valeur les grains de cet espace. Ne sois pas inquiet, monsieur Roseau. Monsieur le maire, moi je ne me moque pas de vous, moi. Si vous voulez connaître. Tu ne peux pas intervenir, tu me laisses finir. Tu me laisses finir. Moi, je suis capable aussi oui, eh bien, tu le feras. Non, je le fais pas. Tu le fais sur Facebook. Eh bien, moi, je respecte, je réponds aux questions. Ne prenez pas ce ton dédaigneux. C'est toujours la même question. Et bon, je voulais te dire tout simplement que ne sois pas inquiet, il y a Eti qui veille à cela. Hein? Elle veille au grain, j'avais rajouté. Hein? Et j'ai pris un engagement de non-constructibilité du Défend. Tu étais avec nous quand on l'a pris. Ok? Oui, tu le reconnais. Parfait. Le reste, c'est des parcelles privées. Et qui va faire un complément d'information pour te dire qu'on s'en occupe de l'environnement. Du coup, vous me donnez l'occasion de parler de ce qu'on fait. En fait, on est en train de faire en sorte que la ville de Rognes soit classée refuge LPO. Et notamment, alors si des gens ont vu des gens prospecter sur le Défend, c'est certainement tout simplement la LPO qui fait des relevés faunistiques, notamment sur le Défend, pour le classer refuge LPO. Ligue de protection des oiseaux. Voilà, pardon, Ligue de protection des oiseaux. Donc voilà, les agents de la LPO ont fait déjà, je crois, 3 relevés de jour et 1 relevé nocturne. Donc au Défend, au stade, route de Saint-Cana, enfin en allant route de Saint-Cana, à la Javie et au niveau du jardin du CCAS. Voilà. Donc effectivement, il ne peut pas y avoir de construction à ce niveau-là, puisque quand on est classé refuge LPO, voilà, on ne touche plus à ce qui s'y trouve. Merci, merci Eti d'avoir précisé. Je continue. Je continue. Il est difficile de ne pas voir dans cette hypothèse d'aménagement pour laquelle nous nous opposons farouchement une relation de cause à effet avec le non-aménagement du talus, donc j'ai apporté la preuve que ça n'avait rien à voir. Non, vous avez dit que c'est pas vrai, vous n'avez pas apporté la preuve. Non. Vous avez juste dit que l'ABF avait dit non. On n'a pas la preuve. Tu comprends tout là, c'est le conseil départemental qui a dit non. Alors, essaie de me laisser terminer mon intervention, s'il te plaît, pour dire des choses qui sont fausses, c'est pas idéal. Hein. Alors, ensuite, nous vous sommes reconnaissants de bien vouloir nous renseigner sur la réalité de ce projet et sur les échéances de mise en sécurité, nanana. Alors, effectivement, il y a des prospecteurs ou des sociétés qui sont venus démarcher les administrés et ils sont venus nous voir. Mais comme je le fais depuis que je suis là, en fonction du projet qu'ils nous présenteront, Chantal, à l'urbanisme, vérifiera si ça rentre dans les possibilités de construction dans la zone village. L'ABF sera consulté, l'architecte des bâtiments du CAUE sera consulté. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce qu'il n'y a pas de permis déposé et c'est des discussions privées. Voilà. On continue. Troisième question. Alors, il y avait des questions posées par Maître Ibanez et par François Dedier. On commence par les tiennes, si des fois ils viennent, comme tu as dit qu'ils venaient. Monsieur le maire, ma première question porte sur le plan communal de sauvegarde, PCS, et sa non mise à jour pendant les 12 mois suivant le renouvellement du conseil municipal. Pour rappel, ce document opérationnel vise à gérer une crise de sécurité civile sur une commune.
Il comprend notamment le recensement et l'analyse des risques sur le territoire communal, le modèle d'organisation de la gestion de crise, l'annuaire des personnes ressources, les moyens d'alerte et d'intervention. Je cite, le plan communal de sauvegarde est l'outil de préparation du maire. Il est dans l'exercice de son pouvoir de police instauré par le Code général des collectivités territoriales, article L 2212, paragraphe 5 du CGCT. Le plan communal de sauvegarde va permettre d'organiser la sauvegarde des personnes. Le plan communal de sauvegarde assure le soutien aux populations et vient en complément du secours à personne et de la lutte contre le sinistre. Mission dévolue aux services de secours, sapeurs-pompiers, services médicaux et d'urgence. Le plan communal de sauvegarde doit permettre à la commune de faire face à tout événement classique, particulier ou majeur, pouvant affecter gravement la population. Le maire est désigné comme directeur des opérations de secours, donc des DOS, en l'absence d'une prise en main du dispositif par le préfet. C'est la loi du 22 juillet 87, codifiée à l'article 2212, toujours du Code général des collectivités territoriales, ainsi que la loi 2004-811 du 13 août relative à la modernisation de la sécurité civile. Ces attendus induisent donc pour le maire l'impérieuse obligation de prendre des mesures préventives et prévisionnelles face aux risques encourus. L'autorité municipale se trouve donc la sentinelle avancée de la prévention et à ce titre, ce magistrat doit préparer à froid l'outil qui l'aidera à gérer la crise à chaud. J'ai cité. Monsieur le maire, au 23 mai 2019, le plan communal de sauvegarde n'était pas à jour, photo à l'appui. Il comportait encore les noms et contacts des élus nommés responsables des différents domaines d'intervention lors de la précédente mandature. Alerté par vos services de mon passage pour consultation, vous avez entrepris sa mise à jour quelques jours après. Mais comme il vous est impossible de reconnaître vos carences et celles de votre premier adjoint, pourtant délégué à la sécurité, vous avez pour vous défausser avancé comme argument l'emploi du temps de l'agent en charge de ce document, pourtant de première importance pour notre commune. Monsieur le maire, la sécurité de vos administrés ne se négocie pas en arguments fallacieux. Vous savez personnellement dégager du temps pour le passer sur les réseaux sociaux, où vos compétences de photographe dépassent sans nul doute celles que vous mettez au service de la commune. Alors c'est bien à vous et à votre premier adjoint que la question s'adresse sur ce manquement à vos devoirs d'organisation et de contrôle. Pourquoi n'avoir rien fait pendant 1 an pour le plan communal de sauvegarde? Eh bien, je vais avoir de quoi dire, comme on dit. Hein? Premièrement, parce que vous nous faites perdre du temps en reposant toujours les mêmes questions. Chaque fois, vous me donnez la raison de le faire. Donc, je vous rassure, le document est à jour. Le document complet, c'est tout ça. Il est à jour. Il y a des modifications encore à faire, hein, bien entendu, mais les personnes sont désignées, les employés, les agents municipaux sont désignés. Alors après, sur le fond, la forme, je ne sais plus, c'est bon. J'ai quand même voulu vérifier qu'est-ce que ça voulait dire argument fallacieux. Donc j'ai tapé ça sur Internet et je suis tombé la première sur Wikipédia. Vu ce que j'ai vu, je ne suis pas allé plus loin. Hein. Alors je lis pour l'information de tout le monde. Un raisonnement fallacieux est un raisonnement incorrect et qui a pourtant une apparence de validité logique. On distingue généralement 2 types de raisonnement fallacieux. Je pense que c'est le sophisme dont vous vouliez parler, qui est une argumentation destinée à tromper autrui, et le paralogisme qui est une erreur de raisonnement involontaire. Eh bien, je ne me retrouve pas dans le fallacieux. Voilà, déjà précision, dictionnaire. Parce que j'assume la totale responsabilité de la non-mise à jour des documents. Par contre, on a eu une période canicule, on est allé dans le dossier et on a appliqué ce qu'on devait appliquer. C'est-à-dire que le CCAS, que des conseillers municipaux, Marilyn pour ne pas la nommer, ont mis en place les actions prévues. Ça ne rentrait pas dans l'objectif principal, hein, dans le plan communal de sauvegarde. On n'a déclenché aucune action. Par contre, on a les recommandations, on a actualisé la liste des personnes seules qu'il fallait appeler. Donc, ne vous inquiétez pas, nous sommes présents tous les jours. Après, je ne peux pas passer quand même la notion de la photographe, mais je ne photographie pas pour moi, je photographie pour faire avancer les dossiers dans la commune. Hein, d'accord et la définition que je donne de la photographie, c'est capter l'instant, hein, pour moi. Donc, quand je vois un trou,
Quand je vois un truc qui ne marche plus, eh bien, je prends la photo, je l'envoie au service technique. Je fais de la photo personnelle, mais ça n'a rien à voir avec le débat de ce soir. Nous sommes en conseil municipal. Je n'en dis pas plus, je suis très gentil dans ma réponse. Deuxième partie de la question de Mme Djemicou. Ma deuxième question porte sur les réunions des 4 commissions qui ont été désignées lors du conseil municipal du 29 mai 2018, à savoir CAO, c'est à la page 16, hein, donc différentes commissions. Alors la conclusion c'était quoi? Se sont-elles réunies et si oui, oui voilà, mais en 4, je l'ai cité. Voilà. C'est bon? CAO, le MAPA, le CDCSP et CCID. Alors, eh bien, je vais remercier pour la première partie de la réponse Marie-Hélène, qui a fait un topo. La commission d'appel d'offres intervient à titre principal dans le choix des offres, donc dans l'attribution des marchés. Dans les collectivités territoriales, la constitution de commissions d'appel d'offres est toujours obligatoire. Lorsqu'une procédure formalisée est mise en œuvre, c'est-à-dire lorsque la valeur de l'achat est supérieure au seuil européen, fourniture service 221 000 €, travaux 5 548 000 €. Et en conclusion, aucune procédure formalisée n'a été lancée depuis le début de ce nouveau mandat, ne nécessitant donc pas la réunion de la CAO. Deuxième réponse. Si la valeur estimée du marché est inférieure au seuil de procédure formalisée, l'acheteur peut recourir à une procédure adaptée, dont il détermine librement les conditions. Dans le règlement des marchés publics voté en 2014, il est prévu que pour les marchés à procédure adaptée, au-dessus des seuils de 207 000 hors taxes pour les fournitures et services et 500 000 hors taxes pour les travaux, le choix du titulaire est opéré par la commission MAPA. De même, aucun marché à procédure adaptée au-dessus de ces seuils n'a été lancé depuis avril 2018, donc ne nécessitant pas la réunion de la commission MAPA. Troisième point. S'agissant du remplacement d'un membre suppléant au sein de deux commissions, CAO et MAPA, qui selon le règlement intérieur du conseil municipal fonctionnent de manière similaire, le Code général des collectivités territoriales ne prévoit pas de disposition en matière de démission d'un membre suppléant de la CAO. Aussi, en l'absence de règles, il n'y a pas lieu de pourvoir le poste de suppléant devenu vacant. En effet, l'élection d'un seul membre, même suppléant, pourrait aboutir à contrevenir à l'expression du pluralisme politique au sein de la commission. Une nouvelle élection n'est obligatoire que dans le cas où la composition de la CAO et de la commission MAPA ne permet plus de garantir l'expression de pluralisme des élus en R5, conformément aux prescriptions de l'article 2121-22 du CGCT. Cette hypothèse se rencontre en cas de vacance d'un siège qui ne peut être pourvu en raison de l'épuisement de la liste des titulaires et des suppléants. Et nous avons eu le cas. Dans le cas cité, Mme Schneck, suppléante au sein de la commission MAPA, a démissionné et M. Jean-Maurice Hérodeau, titulaire, demeure le représentant de la liste Revenu Ensemble, permettant ainsi de garantir l'expression du pluralisme politique. En ce qui concerne la troisième question, la CDSP, Commission de délégation de services publics, elle non plus ne s'est pas réunie depuis avril 2018, car aucune procédure de délégation de services publics n'a été lancée depuis 2018. Donc j'espère avoir répondu précisément déjà aux 3 premières questions. Marie-Hélène, consciencieuse comme elle est, elle a dû passer 20 minutes, une demi-heure pour préparer ça, donc elle aurait pu faire autre chose. Pour les impôts directs Je vais y répondre. Mais vérifiez un peu le règlement intérieur avant de poser les questions. Ah, on ne connaît pas, nous, exactement les marchés. On n'a aucune information. Non, c'est sur le règlement intérieur. Non, pas sur le règlement intérieur, c'est sur les marchés eux-mêmes. Ça y est, règlement intérieur. On continue. Le CCID. Dans le CCID, effectivement, le 29 mai 2018, nous nous sommes réunis pour désigner les membres de la commission communale des impôts directs. Nous avons validé à l'unanimité une liste de 32 personnes, 16 titulaires et 16 suppléants. La procédure nous demande, une fois que la délibération est prise, d'envoyer ce document aux personnes qui ont l'habilitation, et nous avons reçu confirmation, alors c'est dans la prochaine peut-être. Donc nous avons reçu le 12 mars 2019 une note de la Direction générale des finances publiques, Monsieur le maire, par délibération du 23 mai 2018,
Le nouveau conseil municipal a établi la liste des contribuables pour siéger à la commission communale des impôts directs, CCI. Après examen de la liste que vous m'avez transmise, et conformément à l'article 1650.2 du Code général des impôts, j'ai désigné comme membre de la commission les personnes dont les noms sont mentionnés dans le document joint. Je vous remercie d'informer chacun des commissaires titulaires et suppléants de cette décision, ce que Daniel a fait bien entendu, puisque cette commission a été retenue. Donc, ont été nommés par la Direction générale des finances publiques, commissaire titulaire, Julien Ciré, Michel Daxot, Gérard Philippe, Simone Bastard, Dominique Saldo, Valérie Baragi, Aude Vieille, Brice Herbeau. Commissaire suppléant, Marie-Josée Lana Sender, Éric Dary, Yves Olivier, Chantal Schott, Fabien Jouvet, René Dupin, Annie Griseimer, Cédric Oropino. Cette décision sera notifiée à chacun des commissaires, etc. Donc, pour faire transparence complète, Monsieur Jacqueline vient une fois par an en mairie, nous avons eu la réunion, nous avons étudié, si vous voulez, les cas qu'il nous a présentés, et le rapport sur le bâti et le non bâti fait état d'aucune remarque. Acté par par 6 personnes présentes plus de moi, 7 personnes. Voilà. Les autres étaient convoqués? Bien sûr, le titulaire est convoqué, oui. Voilà. Voilà, c'est convoqué. Voilà. Donc, cette question nous a fait perdre encore un peu de temps, mais elle a été posée et la réponse est claire. Nous allons passer aux questions de M. Ibanez. Police municipale, Monsieur le maire, vous évoquiez lors du conseil municipal du 23 avril 2019 votre fierté d'avoir recruté au sein de la police municipale un jeune qui le mérite. Nous souhaiterions savoir à quelle échéance ce recrutement sera effectif et quel aura été le coût de la formation de cette nouvelle recrue. Ben, vous avez la réponse, vous posez la question. J'attends que vous la donniez, monsieur. Voilà, mais je vais vous la donner, ne vous inquiétez pas. Ben oui, j'étais très fier d'avoir nommé la personne que vous savez, puisqu'il en avait fait la demande. Mais c'est un être humain, et au bout de 15 jours, 3 semaines, il a craqué. Il est venu en sa première semaine de découverte sur le terrain avec Patrice, et j'ai pas vu la personne que je connaissais. C'était une personne livide dans mon bureau. Voilà. Donc, j'ai dit, ok, arrête, hein, si tu te sens pas, arrête. Voilà. Je suis désolé parce que j'aurais bien aimé qu'il y soit, parce que c'est quelqu'un de très rigoureux. Deuxième partie de la question, à quelle échéance sera effectif, quel aura été le coût de la formation? Eh bien, 0. Coût de la formation 0. Je vous précise que le Centre national de formation pour la fonction publique et territoriale, CNFPT, prélève une cotisation patronale, un pourcentage du salaire, chaque mois, sur nos agents. Ça représente pour la commune et pour ça représente pour les agents 10 380 €, qui correspond à la cotisation annuelle de la mairie de Rognes pour le nombre de salariés que nous avons. Donc la formation nous a coûté 0, elle est intégrée dans ce qu'on paye chaque année. Voilà. Deuxième question. Logements sociaux. Dans le cadre du programme local de l'habitat PLH, la commune de Rognes s'était fixé l'objectif de créer 174 logements à l'horizon 2015-2021, donc 53 logements locatifs sociaux. Dans la mesure où cet objectif n'est pas susceptible d'être atteint, le préfet a pris le 24 juillet 2014 un arrêté prononçant la carence de la commune. En conséquence, un nouvel objectif triennal de réalisation de logements locatifs sociaux à hauteur de 101 logements a été assigné à la commune pour la période triennale 2014-2016. Au 1er janvier 2015, le déficit constaté était encore de 403 logements locatifs sociaux. En 2016, le préfet a ainsi dû signer avec la commune de Rognes un contrat de mixité sociale pour lui fixer les résultats suivants à atteindre: 17 logements locatifs sociaux sur la période 2014-2016 et 86 logements locatifs sociaux sur la période 2017-2019. Nous souhaiterions savoir si vous avez été en mesure de respecter l'objectif de 17 logements sociaux sur la période 2014-2016 et si vous serez en mesure de respecter d'ici la fin de l'année 2019
l'objectif de 86 logements sociaux. Nous souhaiterions reconnaître plus précisément le nombre exact par année de logements sociaux créés et le nombre et les sites prévus pour les logements restants à créer. Alors, la question étant arrivée à 18h56, heure légale 19h, je n'ai pas refait un tableau exhaustif et je ne répondrai pas intégralement à votre demande d'être très précis. Par contre, quand je suis arrivé, la commune était déjà carencée, rappel. Hein. La commune de Rhône et la commune de Ventavrin étaient les deux seules communes, je crois, avec Nimet aussi, où le taux de logements sociaux était inférieur à 5%. J'ai respecté mon engagement avec la préfecture. Nous avons préparé avec Alain Reynaud à l'époque un dossier précisant que nous étions d'accord pour faire 34% de logements sociaux sur les nouveaux programmes en relation avec la sous-préfecture d'Aix. Le préfet n'a pas accepté notre offre et nous a proposé de faire 40%. Ce que j'ai signé, parce que je suis maire et que je dois respecter la loi. Donc, qu'est-ce qui s'est réalisé? Vous le savez, hein, il y a eu la livraison dans le village des 7 appartements. Nous sommes sur le point de terminer le lotissement de Versailles Arcade par le groupe Arcade et sa filiale. J'ai rencontré en juin les responsables. Je pense qu'on aura à faire des propositions sur les 12 futurs logements sociaux qui vont être livrés fin d'année, début d'année prochaine. Donc Aude et Anne vont proposer, comme pour les autres bailleurs, 3 noms par appartement. On doit les rencontrer en septembre-octobre pour qu'ils nous précisent les critères. Je vous rappelle, les critères sont différents d'un bailleur à un autre. Donc ça, c'est acté, ça va arriver, c'est validé en préfecture. Comme est validé en préfecture, les logements qui sont pris sur le tènement de l'ancienne carte coopérative, où il y avait également 12 logements sociaux sur 42 appartements, là on était avant mixité sociale, c'est-à-dire qu'on n'avait que 30%, et ça c'est acté dans nos engagements. Ensuite, vous avez vu que le projet Dupont, par le groupe CETIC, a démarré par une régularisation du mur mitoyen qui a été fait en gabion. Donc là, il démarre le projet qui va être livré certainement fin 2020. Nous allons pouvoir proposer à 16 familles des logements sociaux sur un total de logements de 40. Ensuite, et toujours à l'étude, le projet, entre guillemets, école primaire, où il y aura 19 logements sociaux pour 47 appartements. Il y a des tractations actuellement avec le projet de là où il y a l'ancienne station de service, mais la décision appartient d'abord aux propriétaires des terrains. Ça va être compliqué et ce projet-là, je ne pense pas qu'il aboutisse à court terme. Mais il est acté dans le contrat de mixité sociale. Ensuite, le projet de Pied-Fouquet n'est pas tenu de faire des logements sociaux. Hein, ça a été acté par la sous-préfecture. On a une lettre de M. Goutereau en ce sens. Ensuite, nous avons un petit projet en dessus, le primaire, où il y aura 19 logements, dont 8 sociaux. Ça avance normalement et je pense que c'est quelque chose qui, le permis va être déposé en fin d'année ou début d'année prochaine. Je ne cite jamais les noms, d'accord? Donc vous regardez l'EAP et vous voyez où sont situées les parcelles. Pourquoi citer les noms? Je ne vous comprends pas. On me dit de ne pas citer les noms des employés qui sont en maladie et vous citez les noms chaque fois. Arrêtez, s'il vous plaît. Donc vous allez sur l'OAP, vous allez sur le contrat de mixité sociale, tu étais là, tu sais très bien de quel truc on parle. Voilà. Ne pose pas des questions pour rien. Voilà. Ensuite, donc, l'opération Maurice rue Neuve, donc il y a un permis en cours de dépôt pour 2 logements. Voilà. Donc, moi je pense faire ce que je peux faire en fonction des opportunités. Je vous rappelle que la commune, chaque année, met régulièrement une enveloppe par logement ou à disposition des bailleurs sociaux pour ne pas payer la pénalité. Ça fait 3 fois que je vous le dis, ça fait 4 fois aujourd'hui. Voilà. On continue. Dernière question. Domaine public.
public. Nous avons interrogé sur le sort que vous entendiez réservé aux gravats de chantier qui ont été déposés près du cimetière et manifestement vous avez été dans l'incapacité de nous apporter une réponse. De toute évidence, vous n'avez pas davantage été en capacité de mobiliser les services techniques pour débarrasser ces gravats et le cas échéant poursuivre les auteurs de ces dépôts. D'ailleurs, un grand tas s'est ajouté, de gros blocs. Nous souhaiterions savoir si vous entendez faire quelque chose pour débarrasser l'entrée du village de ces gravats et prendre des mesures pour faire cesser les dépôts sauvages sur le domaine public, notamment en entrée du village. Eh bien, ça fait 10 mois qu'on aurait pu régler le problème. Si la photo que vous m'avez fournie, qui date d'octobre, puisque vous m'avez confirmé que ça datait d'octobre, vous vous êtes permis de faire perdre du temps en conseil de décembre, puisque vous avez demandé si on avait fait quelque chose, mais vous ne m'avez pas fourni la photo en décembre. Vous n'avez pas fourni la photo au conseil d'après, et vous avez fini par nous sortir une photo qui est là, hein, en nous disant, je vous ai demandé la date, vous ne me l'avez pas dit tout de suite, j'ai récupéré, etc. C'est une photo qu'on nous a envoyée, donc, vous n'avez pas... qu'on vous ait envoyé ou non, vous êtes conseillers municipaux, et vous êtes tenus, quand vous voyez une incivilité, vous avez le rôle d'intervenir auprès de la personne et de le signaler l'anomalie, soit au service technique, soit à l'APN, soit au maire. Mais nous ne sommes pas intervenus parce que nous n'avons pas pris la photo. Ah bien d'accord. Alors, vous faites confiance à quelqu'un qui vous a envoyé nos photos. Ah bah oui, on va les faire voilà. la plaque d'immatriculation. Oui, parfait. Parfait. Et vous dites que j'ai rien fait. J'ai fait depuis que j'ai la photo. J'ai fait immatriculer, j'ai fait vérifier à qui ça appartenait. J'ai rencontré la personne. Mais la personne, quand vous allez la voir, ça va vous faire drôle. Hein. Parce que c'est pas lui qui a déballé, premièrement. Et on a les preuves que c'est pas lui. D'accord? Vous voulez en savoir plus? Allez-y, monsieur le maire. Eh bien, je vais vous le dire. Non, mais je vais le dire, voilà, parce que j'ai l'accord de la personne. Mais accrochez-vous aux branches. Hein. Donc, vous avez dénoncé sur une photo qu'on vous a envoyée David Peigne. Et je peux vous dire qu'il attend le conseil de ce soir pour aller vous voir. Le débat est terminé en ce qui concerne les questions. Et les gravats qui ont été rajoutés? Alors, les gravats, oui, pardon, j'ai oublié de préciser. Alors, les gravats, nous avons des gravats à l'espace verrier, nous avons négocié avec la CPA. La CPA va nous mener des bennes vides. On va débarrasser courant août les gravats qui sont à l'espace verrier et les gravats sauvages du cimetière. L'accord, c'est la CPA apporte les bennes, nous on les charge avec notre tracto et ils les mènent. Voilà. Donc, début septembre, il n'y aura plus. Donc le problème a été réglé et j'aurais pu le régler en octobre, ce que je vous reproche. Voilà. Nous allons passer aux informations que je souhaitais vous donner. Si je les retrouve. Hein. C'est presque fini. Hein? Non, le conseil n'est pas fini officiellement, puisque je vais donner des informations. Mais bon, à force de bouger les papiers, je les ai déplacés. Alors, à court terme, pour venir sur les dernières manifestations, je voulais remercier mes élus qui ont contribué au succès des manifestations en carrière. J'y associe bien entendu les agents, notamment techniques, qui ont fait nombre de déplacements, de chaises de table, etc., à tous les autres qui sont intervenus sur l'électricité, tout ça. Donc merci à Dominique, et tu transmettras le merci à Anne et à Claire. Merci aux autres élus. Merci au comité fête qui a organisé donc les manifestations. Merci à la MJC qui a inauguré la saison comme chaque fois. Donc ça a été un beau succès, terminé par 800 personnes au deuxième concert dans le cadre du festival de piano. Ensuite, bonne nouvelle, vous avez lu que depuis 3 jours, ils ont tiré 800 mètres de long de fibres. Donc, la société Eiffage, par l'intermédiaire d'un sous-traitant, démarre les travaux. Et comme prévu, la fibre arrive à Rognes. Premier trimestre, certainement pour le village et quelques quartiers identifiés par... j'ai mis l'arrêté sur les réseaux
Ah oui, voilà, sur les réseaux, j'ai mis l'arrêté, donc ça sert d'être photographe aussi. Voilà. Ensuite, le troisième, puisque c'était un dossier sensible qui était revenu 2 fois en conseil municipal, eh bien, nous avons reçu avec Chantal les administrés qui résident à la Coulade. Nous les avons rencontrés, ils étaient 5 personnes, le 22 juin. Ça s'est passé à une petite heure, ils nous ont émis leurs besoins, nous on leur a donné notre point de vue, et ils m'ont fait un retour le 10 juillet, qui va dans le sens de ce qu'on avait décidé ensemble. Donc nous nous occupons des administrés. Ensuite, mais bien sûr, mais je fais rien de plus. Je ne fais rien de plus. Mais j'enquiquine personne. Alors on continue. Je vous confirme que nous acterons le geste de Mme Poussel, elle m'a envoyé un chèque de 700 €. Voilà, elle va jusqu'au bout de son raisonnement. Ensuite, je voulais vous annoncer 2 départs qui vont un peu toucher la commune. C'est le capitaine Tissot des pompiers de Lambès qui est remplacé par le commandant Tissot maintenant par le capitaine Baudin. Et j'ai appris à 48 heures que le major Adedu qui s'occupe de la brigade de la Roque d'Anteron de gendarmerie retourne à l'île de la Réunion. Mais son remplaçant n'a pas été nommé. Ensuite, je voulais remercier publiquement un conseil municipal, je l'ai déjà fait sur les réseaux sociaux, en mettant une photo. Parce que le marché, le projet de la STEP, personne n'en a parlé, ils ont tenu les délais. Et donc les 2,5 millions ont bien été utilisés, pas plus tard que donc ça a été mis à nous lundi, pas plus tard que ce matin on avait une réunion avec des gens de Suède qui nous ont confirmé que le démarrage était tout à fait correct. Ils vont faire des tests, comme il faut chaque fois qu'il y a une nouvelle station. Donc, félicitations à tous les intervenants. Et j'ai félicité M. Sassolas sur les réseaux sociaux, qui a suivi le dossier. Ensuite, que vous dire d'autre? Au niveau national, c'est pas Jean-François, c'est le maire et ses adjoints et ses conseillers municipaux. Parce que je pense que ce soir, vous êtes aperçus que les conseillers et les adjoints travaillaient quand même. Pour la station d'épuration on continue. Eh bien oui, parce que. Bon, oui. vous avez dit que c'était la métropole. L'appel d'offres, c'est nous qui l'avons traité. L'appel d'offres. Ça, je ne sais pas, on le vérifiera. Non, mais si tu. L'appel d'offres, c'est nous qui l'avons traité ici. On le vérifiera, je ne sais pas en quelle année. Bon. Je sais pas en quelle année. C'est très négatif. Alors, on continue. Donc, 2 informations que vous avez dû voir dans la presse. Bon, le gouvernement ne s'est toujours pas prononcé pour la date de fusion du conseil départemental et de la métropole. L'État n'est pas très clair dans la suppression de la taxe d'habitation et la contrepartie qu'il va verser aux communes. C'est dommage parce que l'État attend de nous de la proximité, et il ne nous écoute pas. Donc on verra comment se passe le congrès des maires en fin d'année. Ce que je peux vous dire d'autre, pour terminer, je pense, j'ai voulu, pour information générale aux administrés, nous avons envoyé les convocations vendredi à 12h05 ou 11h50, et j'ai reçu des éléments pour permettre de passer une prédélibération ce soir en conseil pour 2 administrés qui souhaitaient acheter et vendre leurs biens. J'ai écrit aux 2 têtes de liste de l'opposition en leur demandant, en leur disant que j'allais intégrer une délibération et que je leur transmettais le lundi les éléments concernant cette délibération. Et l'équipe Rognes Ensemble m'a traité de hors-la-loi et a communiqué avec le sous-préfet. En attendant, les 2 administrés sont pénalisés parce que ce soir j'aurais pu vous proposer la première des 2 délibérations. Oui. Sur ce, je vous souhaite un bel été. J'applique la loi. Ne faites pas retomber sur l'opposition vos carences, monsieur le maire. Alors, merci. Et elle vous empêche de convoquer un conseil municipal la semaine prochaine. Absolument, monsieur le maire. Faites-le. Les administrations Absolument. Alors, ce qui est bien, c'est que c'est certaines personnes, vous n'avez même pas le respect du maire. Voilà, c'est tout. C'est pas de Jean-François Corneau. Vous n'avez pas le respect du conseil municipal. D'accord? Donc, le conseil est terminé.
Je vous souhaite un bel été. On m'a reproché aussi de faire un conseil le 28 juillet. Le 23 juillet, il y avait un conseil à la mairie